Résumé de la première partie. Le docteur Festus part pour son grand voyage d'initiation sur le dos de son mulet. Par un mauvais concours de circonstances, il se trouve enfermé dans une malle enlevée par deux brigands. Pendant ce temps, le maire ayant perdu ses habits, emprunte ceux de Milady. Mais le docteur Festus, étant libéré, se réfugie dans le grenier de Samuel Poré. Ah oui, de tout le monde, le docteur entre de plain-pied dans le grenier à blé de Samuel Poré, où il se déguise en sac de blé pour n'être pas reconnu. Le lendemain, Samuel Poré charge le sac de blé sur son âne et prend le chemin du moulin. De cette façon, le docteur Festus continue son voyage d'instruction, jusque-là si heureusement commencé. L'âne qui a ses idées à lui, ne voulant pas passer le ruisseau, Samuel Poré frappe ferme au grand détriment du docteur. Le docteur ayant poussé un immense cri en 22 langues, Samuel Poré s'enfuit à tire de jambe, et l'âne s'en va paisiblement au moulin, paissant aux herbes et philosophant au soleil. Voyant arriver l'âne, Claude Thiollier, dit Benetton, charge le sac en disant à Gamaïel de tout préparer pour moudre le lendemain. Entendant ce propos, le docteur Festus veut prendre la fuite et Claude Thiollier, dit Benetton, croit que le diable emporte. Le sac tombe, Claude Thiollier s'en va quérir du secours et Gamaïel se cache derrière un van où il dit des ave. La meunière, revenant d'un champ avec ses 8 cochons d'Irlande, trouve le sac par terre et le traîne dans le moulin. Mais le sac s'étant fortuitement dénoué, le docteur Festus met le nez à l'air et admire la beauté du paysage, tandis que la meunière tombe sur le nez et se casse 3 dents, dont 2 incisives et une œillère. Entendant le village qui arrive, Claude Thiollier en tête, le docteur Festus enjambe la meunière et saute dans le moulin sans être aperçu. La meunière disant n'avoir rien vu, les paysans cognent de leurs fourches, Claude et Gamaïel, comme poltrons et couards, prenant sac pour démon et graines de blé pour charbon d'enfer. Quand le village s'est éloigné, Claude Thiollier bat sa femme pour avoir dit qu'elle avait rien vu. La meunière bat le garçon pour avoir dit qu'il a vu quelque chose. Le garçon bat l'âne pour avoir causé tout ce mal. Après quoi, la paix revient dans le moulin. Cependant, le docteur Festus, qui s'est caché dans le comble du moulin, soulève quelques tuiles et met le nez à l'air. La force armée qui se trouve sous le vent de l'habit manifeste quelques symptômes de discipline. Faute d'échelle, le docteur Festus se décide à descendre le long de l'aile qui commence à tourner. La force armée qui voit l'habit reprend toute sa discipline et double le pas. Et elle s'accroche aux autres ailes pour le rattraper. Le vent ayant considérablement fraîchi, les ailes tournent avec tant de vitesse qu'elles ne sont déjà plus visibles. C'est ce qui fait que les 8 cochons d'Irlande s'acheminent pour paître l'herbe qui a cru dessous. Les 8 cochons d'Irlande ne pèsent pas l'herbe, mais ils sont lancés au plus haut des airs. Et au bout de 3 semaines, ils tombent dans le lac d'Aubel, au nombre de 28 car les femelles ont mis bas durant la traversée. L'ouragan étant devenu irrésistible, le docteur Festus est lancé par la tangente à une élévation où aucun docteur n'est parvenu, ni avant ni après. La force armée suit l'habit. Cependant, privé de son maire et de la force armée, la commune enfreint les règlements, brûle les bois communaux et met l'hôtel de ville en cabaret.
Louis Frelet chasse par les seigles sans permis, disant avoir le droit de tirer sur les moineaux. Claude Rosé lui entame le mollet de sa faucille, disant avoir le droit de couper son seigle. Le garde champêtre les arrête tous les deux, disant avoir le droit de les mettre à l'amende. Sur quoi les Frelets et les Rosés étant accourus, ils maltraitent le garde champêtre, disant avoir le droit de défendre leurs parents. Les autres de la commune ayant pris parti, les uns pour les Rosés et les autres pour les Frelets, il s'ensuit une roulée universelle au grand détriment du seigle. Au plus beau moment, on aperçoit l'habit et la force armée cheminant au haut des airs, d'Orient en Occident. Toute la commune s'écrie « C'est le maire !» et elle court à sa suite sans le perdre des yeux. Cependant, le maire, pressé par ses besoins administratifs, quitte pour un instant ses habitudes de légalité, casse sa cruche sur la tête du geôlier, lui prend ses clés et s'échappe de la prison. Et comme il regagne sa commune, il croit la voir qui accourt pour se jeter dans ses bras. « Cher administré, leur dit-il. » Mais la commune qui regarde en l'air lui marche sur le ventre et passe outre. Et arrivée au bord du grand canal, elle y tombe, faute de voir son chemin et s'arrêter à temps. C'est depuis ce temps que l'autorité a fait mettre dans cet endroit une forte barrière qui s'y voit encore dans les basses eaux. Cependant, Milady, après avoir recouvré ses habits, prend le parti de retourner à l'hôtellerie pour y attendre Milord. Mais à sa grande stupeur, elle ne retrouve plus dans la commune une âme vivante, excepté l'âne de Julien Le Borgne, qui lèche la boîte à sel. Repartie en toute hâte pour l'Angleterre, Milady est arrêtée, faute de papier, à la frontière de Virelou, et l'on saisit sur elle un carnet contenant 10 pages de chiffres suspects, qui sont les notes de sa blanchisseuse. Elle est en conséquence écrouée à la prison royale de Virelou, sous le numéro 36. Cependant, le maire s'étant relevé à grand-peine, fait d'amères réflexions sur le sort des grands ici-bas, et aigri par la conduite de ses administrés, il décide de s'exiler. Tout en s'exilant, le maire arrive à la frontière de Virelou, où il est fouillé sévèrement, où on lui demande s'il n'a rien à déclarer. Le maire, n'ayant point de papier, est arrêté comme suspect et écroué sur le numéro 36, où il est mal accueilli par Milady, qui le reconnaît fort bien. Cependant, Milord, las de parcourir la contrée en cherchant inutilement ses habits, prend le parti de rejoindre Milady à l'hôtellerie. Mais à sa grande stupeur, il ne trouve pas une âme vivante dans toute la commune, si ce n'est l'âne de Julien Le Borgne qui lèche la boîte à sel. Reparti en toute hâte pour l'Angleterre, Milord arrive à la frontière de Virelou, où il est fouillé sévèrement, et on lui demande s'il n'a rien à déclarer. Milord, n'ayant point de papier, est arrêté comme suspect et écroué sous le numéro 36, où il boxe le maire et l'acculte sur la cruche parce qu'il le reconnaît fort bien. Cependant, la commission chargée d'examiner les pièces saisies étudie les chiffres de la blanchisseuse, trouve la clé de cette correspondance secrète et découvre une vaste conspiration ramifiée. Informé des dangers qu'a couru le trône, le roi de Virelou prend mal et la reine aussi, après quoi il ordonne par un édit que la chose publique n'ait à souffrir aucun détriment dans sa personne. Milord, Milady et le maire, condamnés à être pendus, sont acheminés sur la capitale. Mais par un admirable enchaînement de circonstances, la force armée que le poids des armes a fait graviter plus rapidement que le docteur vient se ficher dans la poitrine des deux gendarmes et les bat complètement. Les prisonniers se hâtent de fuir.
La force armée se défiche et s'en va pleine de gloire, mais sans discipline malheureusement. Cependant, le docteur Festus étant resté en l'air, l'astronome Guignard qui habite en Angleterre, c'est un grand royaume insulaire au bord du Givernet, découvre par-delà le Capricorne un nouveau corps céleste qui ne lui paraît qu'à 3000 milliards de lieues de la Terre. Aussitôt, l'astronome Guignard convoque la Société royale pour lui communiquer sa découverte. Et dans un discours de 3 heures de long, il prouve jusqu'à l'évidence que le nouvel astre est une comète opaque. Pendant que l'astronome Guignard fait sa démonstration, le docteur Festus vient de tomber droit dans le télescope. Ce qui fait que l'astronome Guignard, retourné à l'observation, découvre que son corps céleste n'est plus qu'à 6 millions de lieues de la Terre et il tombe malade d'effroi. Pendant que l'astronome Guignard gagne le lit d'effroi, l'astronome Lunard, dans un mémoire parfaitement écrit, prouve qu'à l'évidence que bien au contraire, le corps en question est un acrolithe ferrugineux et lunaire, en sorte que Guignard a du dessous. Dans une improvisation chaleureuse, l'astronome Nébulard prouve jusqu'à l'évidence que bien au contraire, le corps en question est la nébuleuse qui a été vue par Socygène sous Jules César, en sorte que Guignard et Lunard ont du dessous. Mais à peine rétabli, Guignard étant venu annoncer avec douleur que l'astre n'est plus qu'à 6 millions de lieues de la Terre, tous les savants prennent mal au ventre et s'en vont faire leur testament, en sorte que Guignard a réellement du dessus. Cependant, de l'autre côté du détroit, les savants du Mirliflis, qui est la capitale du Givernet, ayant reçu communication de la découverte de l'astronome Guignard, cherchent dans tout le zodiaque l'astre nouveau qui n'y est déjà plus. L'Institut est convoqué pour une réponse à faire et l'astronome Parallaxe propose de répondre, premièrement, que le Givernet a précédé toutes les nations dans les inventions et découvertes, que deuxièmement, que le Givernet n'a rien envié à ses voisins, que troisièmement, que tout au contraire, il n'y a jamais eu moins d'astres zodiaques que dans ce moment. Il est vivement applaudi par les savants qui ont chacun un emplâtre sur l'œil droit pour avoir trop regardé le zodiaque. La Société royale pense que l'Institut s'est fourvoyé, faute de bons instruments, et lui expédie le grand télescope de Guignard, escorté de 3 commissaires, Guignard, Lunard et Nébulard, en sorte que le docteur Festus continue son voyage d'instruction, jusque-là si heureusement commencé. Au milieu du détroit, le paquebot saute et le télescope est lancé à une hauteur prodigieuse. L'astronome Apogée, savant du Givernet qui se promène, à l'œil nu dans son jardin aperçoit le nouveau corps céleste. Les 28 observateurs salariés qu'il emploie à regarder le ciel jour et nuit l'aperçoivent aussi. Ayant aussitôt fait sceller sa jument, l'astronome Apogée galope à Mirlifis, sans perdre son astre de vue. L'Institut, convoqué immédiatement, s'assemble en toute hâte. Une planète immense, opaque, fortement habitée, un satellite. Tout l'Institut, par un mouvement spontané, se lève en criant « Un satellite, vive le roi !» Arrêté séance tenante que la priorité de la découverte appartient au Givernet, soit à cause du satellite qui en fait tout le prix, soit éventuellement parce que Guignard est le fils d'un père qui descend d'un aïeul dont le grand-père maternel a épousé la nièce d'une particulière de Mirliflis. Cependant, Milord et Milady se rendent sur le paquebot
qui doit les ramener en Angleterre. Cependant, le maire, dégoûté de l'exil par ses dernières aventures, reprend à pied le chemin de sa commune. Le télescope projetant une ombre qui accompagne le maire, celui-ci en prend de l'ombrage et se retire dans le bois pour lui laisser prendre les devants. Après quoi, pour égayer le voyage, le maire achète à crédit du papier timbré et s'asseyant sous les ombrages, il interroge des témoins possibles et il rédige des procès-verbaux fictifs. Mais sentant l'inanité de ses considérants, le maire n'y goûte aucun charme, en sorte que son existence décolorant, il lui vient à l'esprit des projets sinistres. Ayant emprunté le sabre d'un caporal à chevron, le maire ouvre sa chemise et lève sur son sein l'arme fatale. Puis, se souvenant qu'il se doit à ses administrés, il rejette l'arme avec horreur. Puis, se souvenant qu'il n'a plus d'administrés, il ressaisit l'arme et la dirige sur son sein avec une nouvelle rage. Puis, n'apercevant personne pour constater le décès, apposer les scellés et procéder à l'inhumation, il renonce à son projet et reprend le chemin de la commune. C'était les voyages et aventures du docteur Festus ou la typologie du ridicule. Dans les rôles des ridicules, le maire, le docteur, les astronomes, la force armée et le moulin. Et avec l'aimable participation du curé, de la meunière, du repris de justice, de Georges Luçon, de Milord et Milady, du cochon d'Irlande et de l'âne.